Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Toujours au chapitre, chers auditeurs, de ces gens ou de ces lieux, de ces événements qui ont marqué notre histoire, il ne faudrait pas oublier un géant qui est dans notre décor. John Molson, qui est à l'origine de la naissance d'un empire. Et vous passez sur la rue Notre-Dame, vous sentez les odeurs d'houblon. Eh bien, cette brasserie est là depuis la nuit des temps, soit 1782. Alors, beaucoup plus tard, Molson, évidemment, fabricant de la bière, va être associé aussi à ce qu'on aime, la soirée du hockey, commanditée par sa brasserie. Et bien que la brasserie se soit considérablement transformée et agrandie avec le temps, elle est toujours opérationnelle au même endroit qu'à ses débuts et fait partie du décor du quartier au pied du courant de Sainte-Marie depuis plus de 225 ans. Au Canada, elle est la plus vieille brasserie et la deuxième plus vieille entreprise après la Compagnie de la baie d'Hudson, chez nous. Farewell and adieu to you, Spanish ladies. Farewell and adieu to you, ladies of Spain. For we've received orders for to sail for old England, but we hope in a short time to see you again. C'est au printemps 1782, à 18 ans, que John Molson quitte son pays pour le Nouveau Monde. Il n'a que sa valise et l'adresse d'un ami, de son oncle, Thomas Lord, qui habite Montréal. Selon son médecin, il devait changer d'air. Ça lui ferait du bien parce qu'il vivait dans un milieu plutôt insalubre. Chose est certaine, ça va profondément, non pas rien que changer d'air pour lui, mais changer sa vie. Rendu au Canada, il décide de s'y implanter et de rester. Il commence sa vie active dans le commerce de la viande, profite d'une occasion d'affaires pour investir une partie de son argent dans une terre au sud de Montréal. Son père, après tout, n'a-t-il pas fait son argent comme propriétaire terrien? Pourquoi pas lui? Mais encore plus important, il va s'associer à son employeur, Thomas Lloyd, dans une petite brasserie en bois rond, à l'endroit même où elle est encore aujourd'hui près du fleuve Saint-Laurent, cette brasserie Molson. Alors, en janvier 1785, John Molson devient le seul propriétaire de cette petite brasserie, qui est trop mal équipée et trop petite. Comme il a le goût d'améliorer la qualité de sa bière et rayonner avec son produit, il va se rendre en Angleterre pour toucher son héritage. Son père est mort. Il a 21 ans. Alors John Molson va profiter de ce voyage pour acheter tout l'équipement nécessaire afin de devenir un bon brasseur. Et c'est avec cet argent frais qu'il va couper les liens avec l'Angleterre et jamais il ne cherchera à obtenir des titres de noblesse de son pays d'origine. Au diable la noblesse, vive les industriels. Gilles Laporte, un historien connu à Montréal, a écrit un très bel ouvrage à ce sujet. John Molson revient donc à Montréal avec l'équipement et aussi des semences d'orge, du houblon, de la levure et un ouvrage scientifique pour l'éclairer dans la fabrication de la bière. Il en fera son livre de chevet. Comme vous voyez, il était obsédé par la réussite. D'ailleurs, encore aujourd'hui, saviez-vous qu'ils ne sont pas tenus d'inscrire sur les contenants la liste des ingrédients sur une bouteille de bière, alors qu'on voit ça sur une boîte de céréales ou d'autres produits? La loi se tait. La loi n'exige que d'afficher la teneur en alcool et le type de bière. Alors lui, avec tous ses ouvrages, va devenir donc un gars au goût raffiné pour la qualité de la bière. Fait que revenu à Montréal, en mai 1786, il distribue ses précieuses semences à des fermiers aux alentours, promettant de racheter leur récolte. À l'automne, il entreprend la première étape de fabrication, le maltage. Il fait tout ça sans aide. Il est maître brasseur, il est acheteur, il est vendeur, il tient les livres. C'est un passionné.
Pour l'entretien de sa maison, à côté de la brasserie, rue Notre-Dame, il engage une aide domestique, Sarah Vaughan, une jeune femme d'origine britannique qui arrive des États-Unis, et ils vont finir par s'aimer et avoir 3 enfants, John fils, Thomas et William. Les premiers clients des Molson sont des Britanniques. Arrivant en grand nombre après la conquête, bien sûr, on se servait, et les loyalistes qui ne voulaient pas suivre George Washington aux États-Unis vont s'amener ici et vont devenir des clients, des buveurs de bière. Molson est le seul brasseur de bière. Il la vend moins cher que celle en provenance d'Angleterre. Il n'y a pas de coût de transport. On aime sa bière, d'ailleurs. Il fait de bonnes affaires et après 10 ans, il en vend 10 fois plus qu'au début, soit 54 000 gallons par année. Il va profiter de la croissance de Montréal pour consolider les fondations de son futur empire. Et son argent, quand il le gagne, il le réinvestit dans la brasserie, mais aussi dans l'achat de terres autour de la brasserie. Il va donc devenir un important propriétaire foncier de Montréal tout autour de l'actuelle brasserie Molson. Entre 1800 et 1825, la population de Montréal passe de 8 000 à 25 000 habitants. Alors, il va profiter du boom immobilier provoqué par cette croissance. Il va placer son argent dans le commerce du bois. Encore plus d'argent pour lui. Il avait tout un nez fin quand même. L'argent va lui sortir par les oreilles. Comme John Molson achète à crédit et vend comptant, il y a toujours beaucoup de liquidités. Il profite du fait qu'il n'existe pas de banque pour jouer aux banquiers, prêter de l'argent et engranger, et ainsi encore plus de profit. Voyez comment ce qu'il était très polyvalent. Il en viendra même à imprimer sa propre monnaie et fonder sa propre banque, qu'on peut revoir encore aujourd'hui sur la rue Saint-Jacques. Il va devoir quand même faire face à la concurrence, ça n'a pas de bon sens. Et en 1807 va arriver sur le marché ici la brasserie Black Horse de James Goddard et celle de James Dunn, qui deviendra la brasserie non pas de James Dunn, mais la brasserie Dow. Et ça fait que beaucoup plus tard, d'autres grandes entreprises familiales canadiennes vont naître pour concurrencer les Molson qui prennent un peu trop de place. Mentionnons justement John Kinder Labatt, John Carling et Eugene O'Keeffe. Tous des noms associés à des bouteilles de bière. Gather round, ye lads and lasses, set ye for a while, and hearken to me mournful tale about the Emerald Isle. Let's all raise our glasses high to friends and family gone, and lift our voices in another Irish drinking song. Now everybody's died, so until our tears are dried, we'll drink and drink and drink and drink, and then we'll drink some more. We'll dance and sing and fight until the early morning light, then we'll throw up, pass out, wake up, and then go drinking once again. La brasserie installée au pied du courant Sainte-Marie, on ne le sait pas que face à Molson du côté du fleuve, il y a là un courant qui s'appelle Sainte-Marie. Molson est donc très bien placé pour voir les inconvénients que ça pose aux bateaux parce que c'est pas facile d'accoster pour aller chercher ses barils de bière. Alors ce courant est si fort que les goélettes peuvent même pas remonter le courant. Alors pour le franchir, elles doivent être tirées de la rive par des bœufs ou des chevaux. La plupart des bateaux s'arrêtent avant le courant et déchargent leurs cargaisons qui sont ensuite transportées par charrette jusqu'au centre de Montréal. Alors, c'est une grosse perte de temps, et qui dit perte de temps, perte d'argent. C'est un capitaliste, Molson. Le temps, c'est de l'argent. John Molson le sait, ça lui a du flair. C'est un entrepreneur audacieux. Alors, quand il entend parler en 1807 des essais d'un bateau à vapeur, le Clermont, sur la rivière Hudson, ou dans le secteur de New York, il va se rendre là-bas pour voir de ses yeux comment ça marche, cette affaire-là. Ce qu'il voit va le convaincre. Mais plutôt que d'en acheter un, d'avoir à payer une redevance à son inventeur, l'inventeur étant Robert Fulton, il préfère s'en fabriquer un. La construction de son bateau à vapeur, qui s'appelle l'Accommodation, débute en mars 1809. Il sera mis à l'eau au mois d'août la même année et le moteur, notons-le, a été fabriqué aux forges du Saint-Maurice à Trois-Rivières, dont l'origine remonte à la Nouvelle-France. C'est le premier bateau à vapeur à naviguer sur le Saint-Laurent et le troisième en exploitation dans le monde.
Lors de son premier voyage, il parcourt la distance séparant Montréal de Québec en 66 heures, dont 30 heures passées à l'ancre dans le lac Saint-Pierre, parce que le lac est pas assez profond. Alors là, il va falloir ouvrir des nouvelles voies. On est vraiment rentré, comme vous le voyez, dans l'ère de la vitesse. L'Accommodation est le premier bateau à vapeur entièrement construit en Amérique du Nord, mais il n'est pas très fiable. Après 1 an, il a accueilli moins de 200 voyageurs. L'entreprise a coûté quand même 16 000 livres et a rapporté à peine 2 000 livres dans sa première opération. L'Accommodation est envoyé à la ferraille pour être remplacé par un plus puissant, dont les moteurs viendront d'Angleterre. Et là, c'est l'inventeur du moteur James Watt qui avait fabriqué justement ce produit pour M. John Molson. Il s'appelle le Swiftsure. Il va être lancé en 1813 en pleine guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Molson n'assiste pas au lancement puisqu'il est déjà un combattant avec le 5e bataillon des chasseurs canadiens-français, composé de Canadiens français en majorité, sous la direction de Michel de Salaberry, qu'on a appelé de Châteauguay par la suite. La guerre de 1812 va permettre à son entreprise de bateaux de faire des gros profits parce qu'il va transporter régulièrement entre Québec et Montréal des soldats, des marchandises en route pour le Haut-Canada, dans la vallée du Niagara, où il y a là aussi des échauffourées, pour ne pas dire une guerre, entre les États-Unis et le Canada. En 19, il y aura finalement 7 bateaux à vapeur sur le fleuve, dont le Lady Sherbrooke, nommé en l'honneur de l'épouse du gouverneur. Et en 27, il va se doter d'un bateau en son nom, il l'appelle le John Molson, le plus puissant d'ailleurs. Et il va prendre 21 heures pour faire le trajet Montréal-Québec. Les villes vont être reliées en une douzaine d'heures avec le temps, et décidément, comme vous le voyez, Molson était préoccupé par l'ère de la vitesse, car le temps, c'est de l'argent. Lorsque d'autres joueurs vont venir lui faire la concurrence, fort rusé, Molson va former la St. Lawrence Steamship Company pour regrouper des transporteurs, limiter la guerre des prix et faire un partage du marché satisfaisant pour tous. Ça ressemble à de la collusion. D'ailleurs, il va finir par absorber ses concurrents et posséder la plus importante flotte de vapeur en Amérique. Comme vous voyez, il sait se diversifier. La brasserie, les bateaux, un hôtel, à un moment donné des plus réputés en Amérique du Nord, le Mansion House Hotel. Ça ne suffit pas pour l'ambitieux Molson. Il investit dans la construction du premier chemin de fer au Canada, le Champlain and St. Lawrence Railroad. C'est incroyable. Son inauguration se fera sans lui, 6 ans plus tard, année de son décès. C'est son fils John Jr. qui présidera la compagnie, tandis que William, un autre fils, siégera au conseil d'administration. Le train en bois relie la prairie à Saint-Jean. Il permet de sauver 2 jours de navigation en direction du lac Champlain. Le Lady Dorchester, la locomotive, comme ça qu'il l'appelle, venue d'Angleterre, peut à peine tirer 6 petits wagons. Ça demeure un progrès, mais c'est pas assez pour lui. Mais revenons donc aux réalisations de ce fondateur. Il sera aussi un généreux donateur. Il participe à l'établissement d'un nouvel hôpital, l'Hôpital général pour enfants, le Montreal General Hospital. Et avec ses fils, il sera le principal actionnaire du premier théâtre permanent à Montréal, le Théâtre Royal. Ce dernier sera construit en 1825, là où est le marché Bon Secours actuellement. De 1826 à 1830, John Molson va présider le conseil d'administration de la première banque canadienne, la Banque de Montréal, et la sortir de ses difficultés financières. C'est incroyable. Cet homme en est un homme orchestre, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Plus tard, 2 de ses fils, John et William, vont même lancer la Banque Molson, comme je vous le disais, qui se trouve, on peut encore la voir, l'inscription est là, c'est devenu un hôtel depuis ce temps-là, sur la rue Saint-Jacques. William en sera le principal dirigeant pendant 20 ans,
Elle sera rachetée à gros prix par la Banque de Montréal et on peut d'ailleurs toujours voir l'édifice de la Molson Bank, style Second Empire. Ça se passe au coin de Saint-Jacques et Saint-Pierre. Parlant de ses fils, John Molson a formé avec eux, John, Thomas et William, la première d'une longue série de sociétés connues sous le nom de John Molson & Sons. Le début pour les générations à venir de l'implication familiale aux entreprises du fondateur. Les fils vont se partager des tâches selon leur intérêt. John Jr., ou fils devrais-je dire, dirigera principalement l'entreprise des bateaux. William, lui, va s'intéresser à la banque. Et Thomas, ce sera celui qui ressemble le plus au père. Il va passer 10 longues années à Kingston pour y opérer avec succès une brasserie et une distillerie. Mais en 1834, il reviendra à Montréal avec bonheur pour travailler avec son père. Il ne voudra plus jamais avoir à retourner en Ontario étant parfaitement heureux au Québec, dit-il. Entre-temps, John Molson, Jr., a lancé une distillerie qui sera la plus importante au Canada. À la mort de son père, Thomas lui dirigera cette distillerie qui sera très prospère et son ouverture en 1833 à sa fermeture en 1966, elle connaîtra donc que de l'emploi à donner. Elle est d'ailleurs intrigante, cette fermeture. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on l'a fermée. Alors les Molson qui se diversifient, qui touchent à tout, quoi. Question maintenant d'avoir un mot à dire dans le domaine politique. C'est incroyable parce qu'il sait que la politique, ça peut avoir des conséquences sur l'économique. John fait le saut en politique à 53 ans. Il se fait élire député de Montréal-Est à l'Assemblée législative de Québec. Mais il va faire qu'un seul mandat. Il va sauter un mandat et puis tout d'un coup, il va vouloir refaire campagne en 1827, mais il va se faire battre par un député patriote. L'influence de Louis-Joseph Papineau commence à s'incruster dans la grande population française de Montréal. À 69 ans, Molson accédera au vrai pouvoir en étant nommé au Conseil législatif, l'espèce de Sénat à Québec dans le temps. Le moment est plutôt mal choisi. C'est le début des troupes des Patriotes qui vont conduire à la rébellion de 1837, 38 et 39. Alors, il ne sera pas le seul Molson à faire de la politique. Son fils, John Jr., s'impliquera dans la lutte contre les Patriotes. Il sera même vice-président de la milice mise sur pied pour combattre Papineau et ses partisans. Pris dans une embuscade des Patriotes à Longueuil, il va avoir la peur de sa vie quand une balle va lui trouer son chapeau. Une bonne leçon. Alors, comme on sait, ça va finir mal pour les Patriotes, même s'ils vont obtenir un jour le gouvernement responsable pour lequel ils luttaient. Nos ignorants ne savent même pas pourquoi on célèbre la fête des Patriotes. En 1839, 12 Patriotes sont pendus dans la cour de la prison du Pied-du-Courant. Pas tellement loin de la brasserie Molson. Et à ce propos, il faut parler du plus gros bateau vapeur des Molson qui s'appelle le John Bull. Un bateau luxueux. Alors qu'il revient de Québec avec une centaine de passagers à bord dans la nuit du 10 juin 1939, un incendie se déclare à bord à la hauteur de Lanoret. Le bateau s'approche de la rive pour avoir de l'aide. Il coule. Il se passe alors que quelque chose d'inattendu. La population refuse de porter secours ou assistance aux passagers en détresse. Il y aura 14 morts. Difficile à croire. Comment expliquer ce qui est arrivé? Faut croire ce que racontent les journaux. Tout simplement parce qu'on se souvenait que Molson avait été un adversaire des Québécois réformistes, c'est-à-dire les Patriotes. Alors son image va être ternie par la politique. John Molson père va se retirer dans son beau domaine à l'île de Sainte-Marguerite, c'est à Boucherville, pour mourir à 72 ans. Mais comme on le sait sans doute, son empire n'en était qu'à ses débuts. Les générations se sont succédées et ont poursuivi l'œuvre du fondateur en conservant la brasserie. Aujourd'hui,
nous en sommes rendus à la 7e génération et la brasserie Molson, fusionnée à Coors, compte 19 000 employés dans 50 pays, distribue une centaine de marques de bière. Elle fait concurrence au géant numéro 1, Anheuser-Busch InBev. Now for Molson Canadian, the world-famous Canadian singing star, Paul Anka. Molson Canadian, a lager beer that's bright and clear. 2 Molson sont toujours membres du conseil d'administration de Molson Coors. Andrew, vice-président, et Jeffrey, président et chef de direction du club de hockey canadien. Drink Molson Canadian. It's the friendly lager from Molson's. Independent brewers since 1786. De là la sympathie, tout d'un coup, qu'on peut avoir pour eux. Et eux-mêmes, une sympathie qu'ils auront pour nous. Justement, quand on pense au Molson, on ne pense pas qu'à la bière, on pense hockey. Il faut absolument dire quelques mots sur l'histoire d'amour avec le tricolore. Toujours est-il qu'en septembre 1957, Heartland de Montarville Molson, un héros de la guerre qui fut sénateur canadien, et son frère Thomas, ils sont de la 5e génération, acquièrent le Canadien et le Forum pour 2 300 000 $. Imaginez-vous, c'est Donald Raymond qui en était le propriétaire à l'époque. Leur association canadienne avec la commandite de la soirée du hockey à la télé sera très profitable. On va avoir tendance à boire de la Molson. En 68, on juge qu'il est temps de faire cadeau du Canadien et du Forum à un consortium formé de leurs cousins David et ses fils Billy et Peter, c'est-à-dire leurs neveux. Ils en deviennent propriétaires contre un montant de 3 300 000 $. Une aubaine! Et ce fut une magistrale erreur, de ne pas dire carrément une trahison. Oui, toute une erreur. Imaginez-vous, c'est un triste épisode quand on sait que la Sainte Flanelle, le Canadien de Montréal, le CH, est passé entre les mains des Brofman pour 13 millions. Tout un gain de capital pour les neveux, mais la trahison pour les Molson demeurait. Il faut expliquer que l'équipe sera rachetée en 1978 pour 23 millions par les Molson à nouveau et qui vont devoir revendre en 2001, tenez-vous bien, 275 millions à George Gillett pour un besoin de liquidité tout d'un coup afin de redevenir majoritaire dans la brasserie. Alors, les affaires dans la brasserie les menaçaient, étant en train de les minoriser. Pourquoi pas vendre le club de hockey canadien? Mais en finale, ils vont racheter en 2009, 8 ans plus tard, pour le double du prix, une transaction de 600 millions, le club de hockey canadien. Là où on en est aujourd'hui. C'est incroyable quand même. Espérons qu'ils vont quand même demeurer longtemps propriétaires du Canadien et qu'ils sauront, on peut le souhaiter, en faire à la fois une équipe gagnante et francophone, comme à ses débuts. Jeff Molson n'a-t-il pas le dit quand il a acheté le Canadien il y a quelques années à peine? J'aimerais bien requébéciser l'équipe. Mais le marché étant ce qu'il est, c'est très difficile. Enfin, il est impossible, faute d'un manque de temps à cette émission, de rendre justice à chaque génération des Molson, ainsi qu'à leur histoire propre. Cependant, mentionnons que plusieurs de ses membres se sont illustrés dans l'histoire, et pas seulement dans le monde des affaires. 25 descendants directs du premier Molson, dont 5 femmes qui ont pris part aux 2 guerres mondiales. Plusieurs ont mérité le titre de héros. Et à titre d'exemple, puisque chacun d'entre eux de cette famille vont essayer de laisser une signature, il faut rappeler qu'il y a des grands noms dans cette dynastie des Molson qui se sont illustrés à la guerre, mais aussi dans la société. Anne, la fille de William, elle va faire reconnaître le droit des femmes à l'éducation à l'université McGill. Bravo! Percival Molson, lui, le plus jeune champion qui a remporté la Coupe Grey avec son équipe, la Victoria, va être tué lors de la Première Guerre et le stade de football où les Alouettes jouent actuellement est nommé en sa mémoire. Son frère, plus chanceux, bien que blessé au cerveau durant la guerre, aura la vie sauve et va être décoré. Et pendant la Deuxième Guerre, Heartland
de Montarville Molson, pilote de chasseur de la Royal Canadian Air Force, participera à 62 missions de combat contre les Allemands en Angleterre lors de la bataille d'Angleterre. Comme vous voyez, ce n'est pas qu'une famille terne que les Molson et ce premier John Molson arrivé sans le sou de Londres pour s'établir au lendemain de la conquête ici le long du Saint-Laurent, sur la rue Notre-Dame, a su faire profiter non seulement son capital qui a produit énormément d'emplois à des Québécois, mais aussi ses fils. Très souvent, quand on devient fils de riche, on devient un raté parce qu'on a rendez-vous avec la richesse sans effort, ce qui n'a pas été le cas puisque la plupart d'entre eux ont laissé toute une marque dans l'histoire. Je vous invite, puisque je parle d'histoire, à lire le livre « Molson et le Québec » de Gilles Laporte. Il y a eu aussi ceux de Karen Molson et de Sylvain Daigneault, des livres passionnants pour connaître la vie trépidante de cette famille. Eh bien, pour conclure, faut-il rappeler que ces gens ne se sont pas limités seulement qu'à brasser de la bière, mais ont excellé en affaires dans combien de disciplines. Il y a peut-être la triste page de la bataille contre les Patriotes, mais si on va au-delà de tout ça, on doit admettre qu'ils ont contribué à faire de Montréal la métropole du Canada. C'est ainsi que ça se termine, mes chers amis, pour ce volet sur John Molson et ses descendants.